L'invité de NC Première. Sylvette Boubin-Boyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, spécialiste de la période de la Première Guerre mondiale et notamment dans le Pacifique. Et nous allons évoquer avec vous ce matin le centenaire du premier départ de poilus calédoniens pour la Grande Guerre. Sylvette Boubin-Boyer, décrivez-nous cette journée du 23 avril 1915 à Nouméa. Oui, alors le 23 avril 1915 à Nouméa, je vous donne le titre exact, le premier contingent créole calédonien embarquait sur le navire Le Santé, à destination de la métropole. Alors, qui a embarqué? Dans quelles, conditions volontaires, pas volontaires? Dans quelles conditions, sanitaires, matérielles? Alors, il y avait quelques volontaires. En particulier, il y avait 3 jeunes hommes qui avaient 17 ans, qui partaient volontairement pour la guerre. Mais la grosse partie, bien sûr, de ces hommes-là étaient démobilisés. Donc, citoyens français, ils ont été contraints de se rendre à l'appel de la France. Alors, au total, dans cette guerre, on compte un petit peu plus de 2000 Calédoniens qui ont participé. Ce premier convoi, il était symbolique, il était déjà conséquent. Il était très symbolique, ce premier convoi, parce que il réunissait des hommes de toutes les catégories de la société calédonienne. Et en particulier, il y avait beaucoup de jeunes gens, de ces jeunes qui étaient nés entre 1893 et 1897, 96, 97, puisqu'on avait fait partir les classes les plus jeunes, alors que même les classes très anciennes avaient été appelées dès le début. Mais c'était un convoi de jeunes hommes, et de jeunes hommes qui étaient, on peut dire, enthousiastes à l'idée de partir à la guerre. Pourtant, les premières nouvelles étaient déjà arrivées, puisqu'en avril, la guerre a déjà commencé depuis 8 mois. On a déjà quelques Calédoniens qui sont tombés en Belgique, dans le nord de la France, à la bataille de la Marne. Mais ça reste extrêmement lointain. Et les Calédoniens, à cette époque-là, de par leur formation, à la fois, je pense, un petit peu dans les familles, mais beaucoup à l'école, et puis beaucoup pour ceux qui étaient catholiques ou protestants, donc vivaient sur un système de valeurs qui étaient des valeurs de courage, de respect, d'obéissance, etc. Donc, ils sont partis patriotes. Que reste-t-il aujourd'hui de cette page de l'histoire calédonienne? 100 ans, c'est à la fois beaucoup et à la fois très peu. Alors, pendant très longtemps, on a eu l'impression qu'un voile s'était posé sur toute cette histoire. Et puis, à partir des accords de Matignon qui ont fait l'objet de l'obligation de rédiger un livre d'histoire adapté à la Nouvelle-Calédonie, toutes les périodes de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie ont été traitées. Et donc, cette période de la Première Guerre mondiale est revenue au jour. 258, si vous aussi, chers auditeurs, vous voulez poser une question à notre invitée ce matin, Sylvette Boubin-Boyer. Alors, l'outil événement de ces célébrations de ce centenaire, c'est la sortie d'un double DVD intitulé « La Nouvelle-Calédonie dans la Première Guerre mondiale » auquel vous avez contribué. Que peut-on y trouver ? Alors, c'est un double DVD à vocation pédagogique, puisqu'il a été réalisé par le CDP de Nouvelle-Calédonie et le vice-rectorat. On peut donc y trouver un condensé de la Première Guerre mondiale, aussi bien sur le plan national, international, que sur le plan de la Nouvelle-Calédonie. Et puis, ce qui est nouveau, c'est la participation de descendants de soldats calédoniens. Alors là, pas seulement les citoyens français, mais également ceux qui deviendront plus tard les tirailleurs kanaks. Et ces témoignages sont des témoignages, bien sûr, de seconde main, puisque nous n'avons plus d'anciens combattants vivants, mais ils sont extrêmement frappants. Finalement, ce sont leurs descendants, ce sont les fils, les enfants qui témoignent de ce qu'ont vécu ces poilus calédoniens. Voilà, ce sont des fils et des filles de poilus calédoniens, de tirailleurs kanaks, et ce sont des personnes qui ont réfléchi à toutes ces choses-là. Ce sont des personnes chez qui l'histoire de leur père, l'histoire de tous ces Calédoniens qui sont partis pendant cette Première Guerre mondiale est restée quand même vivante et proche d'eux pendant toute leur vie. Est-ce que ça veut dire que justement dans l'intimité, cette histoire avec un grand H, on en parle facilement, on en a parlé facilement?
Facilement est un trop grand mot. On n'en parlait pas facilement. Les hommes qui sont revenus de la guerre ont été véritablement traumatisés. Et pendant très très longtemps, ils n'en parlaient pas ou très peu. Ils n'en parlaient qu'entre amis, quand ils se retrouvaient avec des copains de tranchées. Ou bien lorsqu'ils étaient dans les associations d'anciens combattants, mais dans la famille, on n'en parlait pas beaucoup. Il faut dire aussi que nous étions dans une société où les enfants, par exemple, n'avaient pas droit à la parole. On ne pouvait pas interroger comme ça. Alors, ils ont commencé à parler lorsqu'ils étaient déjà âgés, vers 70, 80 ans. Et là, à ce moment-là, il y a eu des moments de contact entre générations importants. Sylvette Boubin-Boyer, Elisa est avec nous au standard. Bonjour, bienvenue, nous vous écoutons. Bonjour. Allez-y. Je peux poser une question à madame, là? Allez-y. Parce que moi, mon grand-père, c'était le premier engagé, là, de 1914. Il a de la chance de revenir. Mais depuis tous les premiers qui sont partis pour la guerre, rare les noms qui sont... Ils n'ont pas leur nom. Je me demande si la dame, elle connaissait. Ils ont les noms des engagés les premiers qui sont partis en France. Alors restez en ligne, Elisa, éventuellement, et Sylvette Boubin-Boyer pourrait vous demander d'autres questions. C'est une vraie question, cette recherche de la mémoire, et puis finalement, réécrire l'histoire. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait le nom, l'identité de tous ces Calédoniens qui sont partis ? Alors, on connaît le nom et l'identité entière des Calédoniens qui étaient citoyens français. Par contre, on n'a toujours pas tous les noms des Kanaks qui se sont engagés volontairement. Alors, si, en réalité, on a des noms sur les fiches d'engagement, mais ces noms sont des prénoms chrétiens ou bien des surnoms, et extrêmement rares sont les noms qui permettent aux familles d'aujourd'hui de se repérer par rapport à leur appartenance à un clan, par exemple. Elisa, c'était j'allais dire, votre préoccupation personnelle. Est-ce que vous avez vous avez eu des traces de l'engagement de votre grand-père ? Non, moi, j'étais petite encore. À cette époque-là, mon grand-père, il revenait et il racontait son parcours de la guerre, quoi. Hein. Lui, il disait le général Froch, tout ça, c'était leur général, quoi. Mais ce que je voulais dire, madame, c'est que ces gens-là, qui ont fait les premiers, qui ont donné leur vie pour la France, quoi. Enfin, lui, il a de la chance parce qu'il est revenu. Il y a d'autres, c'est comme ça, c'est des Kanaks de Marais. Il y a d'autres qui sont morts en France. Et de ces gens-là, il n'y a jamais, il y a personne je sais pas comment dire ça, parce qu'ils ont donné leur vie pour la France, quoi. C'est un problème de reconnaissance. C'est ce que vous voulez nous dire, qu'ils ne sont pas reconnus aujourd'hui. Oui, voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Elisa, pour ce témoignage. Sylvette Boubin-Boyer, est-ce que justement votre démarche d'historienne et cette démarche de pédagogie peut aider à la reconnaissance de ces Kanaks qui se sont engagés ? Est-ce que, par exemple, dans ce DVD, un chapitre leur est consacré ? Alors, je pense que tout travail historien apporte quelque chose. Et justement, je pense que Madame Elisa vient d'un milieu peut-être où on est dans le monde kanak, c'est-à-dire qu'en 1914, eh bien, les indigènes, comme on disait à l'époque, étaient sous le régime de l'indigénat. Il faut dire qu'il n'y avait pas de recensement, il n'y avait pas d'état civil. Alors, cet état civil a été établi seulement en 1933 ou 1934. Il y avait bien quelquefois les registres de baptême ou les registres, baptême protestant, baptême catholique, mais il n'y en avait pas partout. Et ces registres-là n'ont pas toujours été conservés. Donc, c'est vrai que la reconnaissance de l'apport du monde kanak à la victoire de 1918, eh bien, elle a été longtemps non pas véritablement occultée, parce que dans les familles on le savait, dans les tribus on le savait, dans les villages également, au moment
au moment des cérémonies, par exemple du 11 novembre, autour des monuments aux morts, il y avait toujours des représentants d'anciens combattants kanaks. Mais c'est vrai que l'histoire elle-même n'ayant pas été écrite avant... je dois dire avant le premier manuel de 1992, puis avant ma thèse qui est sortie en 2001, eh bien oui, le souvenir avait commencé à s'oublier. Mais il ne faut pas croire que ce soit oublié parce que le centre Tjibaou a fait des collectes pendant très longtemps. Je crois que ce n'est pas terminé d'ailleurs tout à fait, de souvenirs dans la langue des régions donc de la Grande Terre et des îles Loyauté. Et là, beaucoup de souvenirs reviennent, beaucoup de choses étaient encore très connues. Mais c'est vrai que d'une manière officielle, eh bien, on a un petit peu occulté ce monde kanak qui avait participé de manière importante pour la Nouvelle-Calédonie. Sylvette Boubin-Boyer, une autre question pour vous au standard. Elle vient de Christian. Bonjour Christian, nous vous écoutons. Oui, bonjour. Voilà, moi c'est avant même que vous débutiez l'émission, mon sentiment c'était que tous ces hommes qui sont partis, ils sont morts pour rien, parce que déjà parler de reconnaissance, il n'y a pas eu de reconnaissance, il n'y a pas besoin d'écrire une histoire pour être reconnaissant. La personne, le gouvernement en place de l'époque peuvent reconnaître ces soldats qui ont donné leur vie. Il n'y a pas besoin d'histoire ni d'historien. C'est les personnes qui, au contact de ces hommes-là, c'est eux qui doivent apporter la reconnaissance. Et après, dans les livres d'histoire, on dira, bien sûr, voilà, c'est le gouvernement de l'époque a reconnu les soldats qui ont donné leur vie. Mais aussi, je voudrais dire que ici dans le pays, au milieu kanak, quand des hommes tombent comme ça, on dit comme ça que ce sont des arbres qui sont partis. Je sais pas si vous comprenez la pensée, mais c'est avec ce genre d'hommes, ils sont partis avec leurs connaissances et ils ont laissé des orphelins dans le pays. Parce que pour le peu d'hommes qui sont partis, c'était pas, il fallait pas sacrifier ce genre de personnes, sachant que on est une petite île. Enfin, voilà mon sentiment ce matin concernant ces hommes-là. Merci beaucoup Christian pour ce témoignage à nouveau. Sylvette Boubin-Boyer, on voit toutes ces questions finalement, elles sont très souvent personnelles. Ce sont des familles qui s'interrogent, qui sont en demande, le mot revient souvent de reconnaissance. Là encore, est-ce que l'histoire a encore des choses à leur apporter ? Oui, l'histoire a énormément de choses à apporter. D'abord, il faudrait reprendre absolument tout le travail que moi j'ai fait et puis le compléter parce que j'ai été loin d'achever tout ce travail-là. Ensuite, qu'est-ce qui manque aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on ne sait pas ? Quelles sont les questions récurrentes des familles que vous rencontrez ? Sur l'identité. Vraiment la question qui revient le plus souvent, c'est la question d'identité. Et bien sûr, moi j'ai donné au fur et à mesure à toutes les communes, à toutes les familles qui me l'ont demandé, les noms des leurs qui sont partis. Mais il existe encore, malgré les recherches, il existe encore des noms dont on ne sait pas de qui il s'agissait. Voilà, les gens sont morts en métropole. On ne sait pas s'ils sont morts de maladie. Enfin, maintenant, on le sait mieux depuis que les archives de l'armée ont ouvert leurs portes. Mais on ne sait pas exactement pourquoi on n'a pas fait des listes beaucoup plus tôt. Juste après la guerre, en 1920, le ministère des Anciens Combattants avait demandé partout, en France et dans les colonies, qu'un livre d'or soit établi. Alors, un livre d'or a bien été établi pour la Nouvelle-Calédonie, mais il est extrêmement parcellaire et ça, je ne sais pas pourquoi. À qui s'adresse, pour revenir à ce DVD, à qui s'adressent ces films documentaires ? Vous l'avez dit, une dimension pédagogique, on pense aux scolaires. Y avait-il besoin finalement de dépoussiérer l'enseignement de cette Première Guerre mondiale ?
Alors non seulement c'est bien sûr à destination d'abord des élèves du primaire, du secondaire, voire plus, mais c'est également un devoir de mémoire vis-à-vis de ces familles dont un homme et parfois plusieurs hommes ont donné leur vie pour la France, pour la liberté. Sylvette Boubin-Boyer, vous allez animer ce soir, à l'occasion justement de la sortie de ce coffret DVD, une animation, une projection débat. Ce sera au Rex à 17h30. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors ce soir au Rex, donc ce DVD va être présenté. Il va y avoir des extraits qui seront montrés et il y aura des explications, bien sûr, des représentants du vice-rectorat du CDP, du musée de la ville aussi, pour expliquer comment ce CDP a été réalisé, pour quelles raisons. Et puis il y aura des réponses donc aux questions très techniques et puis aux questions d'histoire également. Et aux questions personnelles, on l'a entendu ce matin, de toutes ces familles qui s'interrogent encore. Sylvette Boubin-Boyer, merci d'avoir été l'invitée d'NC Première ce matin. Je vous en prie. L'information continue avec Bruno Rouvière.